Quand j'étais petit, j'ai grandi avec des films comme Master Commander et la saga de Pirates des Caraïbes, et une chose est sûre, c'est qu'il y a un côté sensationnel et épique dans les batailles navales. C'est pourquoi je vous propose une compilation chronologique et subjective de 10 batailles navales qui ont marqué l'histoire. En l'an 480 avant Jésus-Christ, dans le détroit entre le continent et l'île de Salamine, située dans le golfe Saronique près d'Athènes, se déroule l'une des batailles navales les plus décisives de l'histoire ancienne. La bataille de Salamine oppose l'alliance des cités-États grecques sous la direction de Thémistocle à l'Empire perse, dirigé par Xerxès Ier. Hérodote, l'historien grec antique, rapporte que la flotte alliée grecque comptait 378 trières, tandis que la flotte perse était initialement composée de pas moins de 1207 trières. Cependant, malgré leur infériorité numérique, les Grecs avaient un avantage crucial, le détroit de Salamine, qui limitait la mobilité de la flotte perse et favorisait les manœuvres tactiques grecques. La bataille elle-même reste partiellement mystérieuse, les détails exacts échappant à nos connaissances. Les trières, équipées de béliers à la proue, s'engagent dans des affrontements violents, où les combats d'infanterie sur le pont des navires sont monnaie courante. Thémistocle, stratège grec, choisit un moment propice, lorsque les vents forts désavantagent les navires perses aux superstructures imposantes. Les Grecs profitent de cette occasion, aidés par leurs réserves, pour semer la confusion dans les rangs ennemis. L'amiral perse Ariabiniès est tué, plongeant les Perses dans le chaos. Au centre du champ de bataille, les Grecs percent les lignes ennemies, fragmentant la flotte perse. La flotte perse commença alors à battre en retraite. Ainsi, les Grecs ont utilisé leur connaissance du terrain pour attaquer de manière astucieuse la flotte perse. Malgré la supériorité numérique écrasante de Xerxès, les Perses se sont retrouvés pris au piège dans les eaux resserrées du détroit, où leurs lourds navires étaient inefficaces. Dans une bataille acharnée et désespérée, les Grecs ont réussi à surmonter les Perses, infligeant des pertes importantes à la flotte ennemie. La victoire grecque à Salamine a non seulement sauvé la Grèce de l'invasion perse, mais a également marqué un tournant crucial dans l'histoire de la guerre ancienne, préservant ainsi l'indépendance et la culture grecque. Le 2 septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ, une grande bataille navale éclate près d'Axium, sur la côte occidentale de la Grèce, dans le golfe Ambracique, au nord de l'île de Leucade. Cette bataille est un tournant majeur dans la dernière guerre civile de la République romaine, survenue après l'assassinat de Jules César. À Axium, s'affrontent les forces des deux principaux triumvirats, Octave, fils adoptif de Jules César et futur Auguste, contre Marc-Antoine, soutenu par la reine égyptienne Cléopâtre. Les enjeux sont énormes, et le destin de l'Empire romain est mis à mal. Les forces terrestres d'Antoine sont impressionnantes, avec 19 légions et des troupes alliées qui au total comptabilisent environ 80 000 soldats et 12 000 cavaliers, tandis que sa flotte compte 230 navires avec 20 000 hommes embarqués, dont certains chargés du trésor de Cléopâtre. Mais face à lui, Octave a embarqué près de 8 légions. Pendant ce temps, sur Terre, il dispose de 16 légions, totalisant environ 120 000 soldats, ainsi que 12 000 cavaliers. Il est épaulé par Agrippa, qui commande une flotte plus légère, mais plus manœuvrable, composée d'environ 400 navires. Dans l'après-midi, la tension monte, alors qu'Antoine est contraint de quitter la sécurité des côtes pour affronter l'ennemi. Pendant ce temps, la flotte d'Octave se met en mouvement. Antoine espérait utiliser ses plus puissants navires pour repousser l'aile d'Agrippa. Mais la ruse d'Octave, prévoyant cette manœuvre, maintient sa flotte hors de portée. Malgré la formation des flottes, Octave refuse de céder à la provocation, obligeant Antoine à lancer l'attaque. La bataille se prolonge toute l'après-midi, dans un combat acharné, mais aucun camp ne parvient à obtenir un avantage décisif. La manœuvre laisse le centre dégagé, permettant à Cléopâtre de s'échapper. Antoine la suit, abandonnant son navire amiral. La victoire écrasante d'Octave à Axium lui permet de consolider son pouvoir et de s'affirmer comme le seul maître de l'Empire naissant. En capturant les forces restantes de Marc-Antoine et de la reine Cléopâtre VII d'Égypte, Octave étend son emprise sur l'ensemble du monde romain. Un an après la bataille, Octave assiège brièvement Antoine et Cléopâtre à Alexandrie. Confrontés à la défaite imminente, Antoine et Cléopâtre choisissent le suicide, plutôt que la captivité. Leur disparition marque la fin d'une ère et consolide le règne sans partage d'Octave.
Dans le golfe de Patras, le 7 octobre 1571, se déroule un affrontement naval légendaire, la bataille de Lépante. Opposant la flotte ottomane de Sélim II à celle de la Sainte Ligue, cette confrontation marque le point culminant de la 4e guerre vénéto-ottomane. Sous l'égide du pape Pie V, une coalition chrétienne se forme, unissant les forces vénitiennes, espagnoles, génoises, pontificales, maltaises et savoyardes. La Sainte Ligue déploie 206 galères et 6 galéas, tandis que les Ottomans alignent 208 galères, 64 fustes et 53 galiotes. La bataille est déclenchée par la prise brutale de Chypre par les Ottomans en 1570, provoquant une réaction unifiée des puissances catholiques européennes. Dans le vaste jeu de pouvoir pour le contrôle de la Méditerranée, la bataille de Lépante surgit comme un moment décisif. Les tensions géopolitiques et religieuses de l'époque, exacerbées par l'expansionnisme musulman ottoman dans la région, alimentent le conflit. Cette bataille navale emblématique s'inscrit ainsi dans un contexte plus large de lutte pour la suprématie en Méditerranée, où les enjeux politiques et religieux se mêlent étroitement. Sous le soleil levant du 7 octobre 1571, la flotte chrétienne se déploie à l'entrée du Golfe, dont Juan d'Autriche remporte un premier succès en piégeant les navires ennemis. Le combat, initialement naval, devient une bataille féroce sur les ponts des navires. Les galéas, puissamment armés, brisent les lignes turques, tandis que l'infanterie espagnole, menée par les tercios, démontre sa supériorité lors des abordages. Les attaques précises des galères dirigées par Giovanni Andrea Doria confondent les défenseurs turcs. Les vaisseaux vénitiens bloquent toute contre-offensive ottomane. Seul le baie d'Alger s'échappe. En fin de journée, la victoire chrétienne est scellée, marquée par la capture et la décapitation de l'amiral turc. La grandeur de cette bataille en fait un événement historique crucial. Du côté des Ottomans, la débâcle est spectaculaire. 170 galères sont englouties ou prises, tandis que 30 000 soldats perdent la vie ou sont blessés, et 3 000 sont faits prisonniers. Du côté chrétien, les dommages matériels sont relativement limités. Seulement 10 galères sont perdues et toutes les galères capturées sont récupérées, à l'exception d'une seule. Néanmoins, sur le plan humain, les pertes sont dévastatrices. 8000 hommes périssent au combat et 21 000 autres sont blessés. Nombre d'entre eux vont succomber à leurs blessures lors de leur transport vers Corfou. Pour les Ottomans, cette défaite est d'une ampleur sans précédent, marquant leur première grande défaite navale depuis le XVe siècle. Malgré cela, la Sainte Ligue ne parvient pas à capitaliser sur cette victoire. Bien que la déroute ottomane soit souvent considérée comme le début de la fin de leur expansion, les répercussions immédiates restent limitées. La bataille de la baie de Chesapeake, également appelée la bataille des Caps de Virginie, se déroule le 5 septembre 1781, près de l'embouchure de la baie de Chesapeake. Cet affrontement naval décisif oppose la flotte du contre-amiral britannique Thomas Graves à celle du lieutenant-général de la marine françoise, François-Joseph Paul de Grasse, dans le cadre de la guerre d'indépendance des États-Unis. En 1781, la Virginie devient le théâtre de la guerre d'indépendance américaine, attirant à la fois les forces britanniques et les rebelles séparatistes. Dirigés d'abord par Benedict Arnold, puis par William Phillips, les troupes britanniques voient ensuite l'arrivée du général Cornwallis, chargé du commandement. Cornwallis reçoit des ordres confus de Sir Henry Clinton, l'amenant à établir des fortifications à Yorktown. Pendant ce temps, les généraux Washington et Rochambeau envisagent diverses opérations militaires, privilégiant finalement une attaque en Virginie. Ils sollicitent alors l'aide de la flotte française, dirigée par le lieutenant-général de Grasse. Cette convergence des forces marque le début d'un tournant décisif dans la guerre d'indépendance américaine. La flotte française comptait 24 navires face à 19 navires côté britannique. Vers 16h, après plus de 6 heures depuis leur première rencontre, les Britanniques, bénéficiant de l'avantage météorologique et donc de l'initiative, ouvrirent le feu. La bataille débuta avec le HMS Intrepid attaquant le Marseillois, son homologue près de la tête de la ligne. L'affrontement devint rapidement généralisé, avec la pointe et le centre de chaque flotte
pleinement impliqués. Les Français, selon leur tactique habituelle, visaient les mâts et le gréement britannique pour paralyser leur mobilité. Les dommages furent graves des deux côtés, mais les Britanniques furent particulièrement affectés. Les pertes humaines et matérielles furent conséquentes, mais la bataille se termina au coucher du soleil sans victoire décisive. Les enquêtes ultérieures soulignèrent les contradictions dans les signaux et les actions des Britanniques, suscitant des débats houleux et une enquête formelle. L'arrivée de la flotte britannique à New York provoque la panique parmi les loyalistes, tandis que la nouvelle de la défaite est mal accueillie à Londres, le roi George III allant jusqu'à craindre la ruine de l'Empire. Pendant ce temps, le succès français dans la baie de Chesapeake scelle le sort de Cornwallis. La flotte française, sous le commandement de De Grasse et Barras, prend le contrôle de la baie, isolant ainsi les forces britanniques. Ils capturent plusieurs navires britanniques et utilisent leurs propres navires plus petits pour aider au transport des forces de Washington et de Rochambeau. De Grasse joue un rôle crucial dans la victoire, comme le reconnaît Washington. La reddition de Cornwallis marque la fin de la guerre et la reconnaissance britannique de l'indépendance des États-Unis. La bataille de Trafalgar, qui a eu lieu le 21 octobre 1805, oppose les forces franco-espagnoles, dirigées par le vice-amiral Villeneuve, à la flotte britannique, sous le commandement du vice-amiral Nelson, au large du cap de Trafalgar, en Espagne, dans l'océan Atlantique. Cette bataille survient après la reprise des hostilités entre la France et le Royaume-Uni le 18 mai 1803, suivant une brève période de paix pendant laquelle Napoléon Ier avait entrepris de rassembler une armée au camp de Boulogne dans le but d'envahir les îles britanniques et de vaincre son ennemi de longue date. La bataille voit s'affronter 33 vaisseaux de ligne, 5 frégates et 2 briques du côté français, face à 27 vaisseaux de ligne, 4 frégates, une goélette et une côtre du côté anglais. L'amiral Nelson remporte une victoire remarquable à la bataille de Trafalgar grâce à une manœuvre audacieuse qui change la donne tactique habituelle en mer. Contrairement aux batailles navales traditionnelles du XVIIIe siècle, où les flottes se formaient en longues lignes perpendiculaires au vent, se canonnaient en se croisant et faisaient souvent demi-tour pour un deuxième passage, Nelson opte pour une stratégie différente. À Trafalgar, il cherche à trancher la flotte ennemie en morceaux et à engager un combat rapproché où la qualité et la compétence des équipages britanniques jouent un rôle crucial. Face à une flotte franco-espagnole numériquement supérieure mais inférieure en qualité et en préparation, Nelson mise sur l'efficacité redoutable des canons britanniques, notamment des canonnades à courte portée. En déployant ses navires vent arrière, Nelson profite de l'avantage du vent pour manœuvrer malgré les difficultés d'approche et de tir. Avec une escadre articulée en 2 colonnes, dirigées respectivement par le vice-amiral Collingwood et Nelson lui-même, les Britanniques coupent la ligne adverse à angle droit, isolant ainsi l'avant-garde de la flotte franco-espagnole et submergeant son arrière-garde. Cette stratégie audacieuse et bien exécutée permet à Nelson de remporter une victoire décisive à Trafalgar, marquée par l'efficacité et la détermination des marins de la Royal Navy. Les Français et les Espagnols subissent la perte de 23 navires au total, avec 4400 marins tués ou noyés, 2500 blessés et plus de 7000 prisonniers. Nelson, tandis que 448 autres marins britanniques perdent la vie. Malgré ces pertes, la victoire britannique est totale. Dans les conséquences à moyen terme, le désastre de Trafalgar n'eut pas un impact majeur sur la stratégie terrestre de Napoléon, qui avait déjà abandonné son projet d'invasion de la Grande-Bretagne pour se concentrer sur l'Europe continentale. Malgré la défaite, les Français et les Espagnols ne cessèrent pas leur opération navale, mais la suprématie maritime britannique était désormais incontestée. Le Royaume-Uni, confiant dans sa Navy, put financer des coalitions successives jusqu'à la défaite de son adversaire, consolidant ainsi son empire maritime et commercial mondial malgré le blocus continental. En Espagne, le désastre de Trafalgar contribua à rendre impopulaire la politique pro-française et à envenimer les relations entre Paris et Madrid. Les prisonniers espagnols furent libérés par les Britanniques, contrastant avec le traitement réservé aux prisonniers français. Les navires espagnols et français restèrent immobilisés par le blocus britannique, marquant ainsi le début du démantèlement de l'Empire espagnol. L'Espagne, privée de ses ressources coloniales, ne put maintenir sa marine et tomba au rang de puissance maritime secondaire. La bataille de Navarin, qui s'est déroulée le 20 octobre 1827 dans la baie portant le même nom, marque un tournant majeur dans l'histoire navale, opposant la flotte ottomane à une coalition franco-russo-britannique. Elle clôt l'ère des batailles navales à voile avant l'avènement des navires à vapeur et des cuirassés.
Cette confrontation, souvent considérée comme l'une des premières interventions humanitaires de l'histoire, fut également une étape décisive vers l'indépendance de la Grèce, marquant ainsi la fin du règne ottoman dans la région. En 1821, les Grecs se sont rebellés contre l'occupation ottomane, reportant initialement des victoires et proclamant leur indépendance en 1822. Cependant, les divisions internes ont affaibli leur mouvement, et l'intervention égyptienne sous Ibrahim Pacha a renversé la situation en faveur des Ottomans. Pendant ce temps, les puissances européennes avaient des positions ambivalentes envers le soulèvement grec. La Russie soutenait l'insurrection, en raison de liens religieux et géostratégiques, tandis que l'Autriche et la France étaient plus réticentes, en raison de considérations politiques et religieuses. Malgré cela, des individus de différents pays européens ont combattu aux côtés des Grecs, tandis que certains officiers navals britanniques et français ont discrètement soutenu la cause grecque malgré les positions officielles de neutralité de leur gouvernement. L'Empire ottoman avait entre 80 et 90 navires, principalement turcs et égyptiens, avec un tonnage faible, comprenant également des transports armés, en plus des navires de guerre. Au sein de l'Alliance, on dénombrait 12 navires britanniques, accompagnés de 7 navires français et de 8 navires russes. La bataille a débuté alors que les Alliés n'avaient pas encore achevé leur déploiement. Cela s'est avéré être un avantage tactique, car certains navires pouvaient manœuvrer plus rapidement sans être encore à l'ancre. Néanmoins, la plupart des navires ont finalement combattu ancrés. Les possibilités de manœuvre étaient limitées, mais la supériorité de la puissance de feu et de l'artillerie alliée a été cruciale dans cette rencontre caractérisée par une lutte d'attrition à courte distance. Aux alentours de 16 heures, après la neutralisation des 3 navires de ligne ottomans et de la plupart des grandes frégates de la première ligne, les navires plus petits des 2e et 3e lignes se retrouvèrent vulnérables face aux navires de la ligne alliée, toujours opérationnels. Au cours des 2 heures suivantes, presque toute la flotte ottomane fut détruite, malgré le courage des équipages ottomans. Environ 3/4 des navires furent coulés, certains furent sabordés ou incendiés par leurs propres équipages pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Alliés. Cette situation a entraîné des pertes effroyables pour les Ottomans et les Égyptiens, de nombreux hommes étant piégés à bord des navires en flammes ou en train d'exploser. Les rapports ont indiqué environ 3000 morts et 1109 blessés pour les Ottomans. En ce qui concerne les pertes alliées, Codrington a rapporté 181 tués et 480 blessés. Après la bataille de Navarin, malgré les festivités, l'Empire ottoman maintenait toujours environ 40 000 soldats dans le centre et le sud de la Grèce, retranchés dans des forteresses puissantes, repoussant ainsi la libération complète de la Grèce. La bataille de Tsushima, qui s'est déroulée les 27 et 28 mai 1905, oppose la flotte russe de la Baltique, dirigée par l'amiral Zinovy Rojestvensky, à la marine impériale japonaise sous le commandement de l'amiral Togo, dans le détroit éponyme séparant la Corée du Japon. Cette confrontation est l'événement majeur de la guerre russo-japonaise de février 1904 à septembre 1905, et constitue l'un des tournants clés ayant conduit à la défaite de l'Empire russe. En août 1904, alors que le siège de Port Arthur par les troupes japonaises est en cours, le gouvernement russe, confronté à des difficultés logistiques et stratégiques sur terre, décide d'envoyer sa flotte de la Baltique pour briser le blocus. Le 27 mai 1905, peu avant l'aube, un croiseur auxiliaire japonais en patrouille au sud du détroit de Tsushima signale la présence de l'escadre russe, se dirigeant vers la passe orientale. Togo ordonne immédiatement à ses navires de prendre la mer pour intercepter l'ennemi. La flotte russe comptait 11 cuirassés, 8 croiseurs et 9 destroyers. La flotte japonaise, quant à elle, comptait 4 cuirassés, 27 croiseurs, 21 destroyers et 37 torpilleurs. En début d'après-midi, les deux flottes se rencontrent visuellement dans le détroit, près de l'île de Tsushima. Togo prend alors une initiative audacieuse en ordonnant à son escadre de virer par la contre-marche, exposant ainsi le flanc de ses bâtiments aux projectiles ennemis pendant 12 longues minutes. Malgré cela, les Russes ne parviennent pas à tirer pleinement parti de leur avantage en raison de leur vitesse et de leur manœuvrabilité réduite. À une distance de 6700 mètres, l'amiral russe ouvre le feu sur les navires de Togo. Les Japonais, équipés de télémètres offrant une précision de tir supérieure, utilisent la poudre Shimosa qui enflamme les navires russes. De plus, ils peuvent faire intervenir leur artillerie secondaire à tir rapide à une distance plus courte que les Russes grâce à leur équipement britannique. La supériorité de vitesse des navires japonais leur permet de manœuvrer habilement et de prendre l'ascendant sur l'escadre russe. Les torpilleurs japonais, entrant en action, parviennent à désorganiser les navires russes. Malgré la tombée de la nuit, les affrontements se poursuivent le lendemain. À 10h45, le 28 mai,
la majorité des navires russes restants se sabordent ou se rendent, marquant ainsi la fin de la bataille. Seuls quelques navires parviennent à s'échapper vers Vladivostok ou le port neutre de Manille, parmi lesquels le célèbre croiseur Aurore. La bataille des détroits de Tsushima marque une défaite catastrophique pour la flotte russe de la Baltique, qui est presque entièrement détruite, tandis que les Japonais ne perdent que 3 torpilleurs. Cette victoire japonaise est totale, poussant le gouvernement russe à entamer des négociations de paix. Le traité de paix est finalement signé le 5 septembre 1905 à Portsmouth, consacrant la victoire japonaise. Les conséquences de la défaite de Tsushima sont profondes pour la Russie. La confiance dans le régime du tsar est ébranlée, et la marine russe est démoralisée, comme en témoigne la mutinerie du cuirassé Potemkin en mer Noire. Les critiques fusent contre les dirigeants russes, l'affairisme de l'entourage du tsar et l'impréparation des troupes et de la flotte. Cette défaite à Tsushima est considérée comme l'un des premiers signes de la chute imminente du régime tsariste, et elle contribue indirectement à la révolution de 1917. Au large de la côte nord de la péninsule du Jutland au Danemark, s'est déroulée l'une des plus grandes confrontations navales de la Première Guerre mondiale, la bataille du Jutland, opposant la puissante Grand Fleet de la Royal Navy britannique sous le commandement de l'amiral Sir John Jellicoe à la redoutable High Sea Fleet de la marine impériale allemande dirigée par le vice-amiral Reinhard Scheer. Cette bataille a été le théâtre de manœuvres stratégiques intenses et de 3 affrontements majeurs. Du 31 mai au 1er juin 1916, les flottes se sont affrontées, dans une lutte épique marquant la dernière grande bataille dominée par les imposants cuirassés de la guerre. La High Sea Fleet allemande avait pour objectif d'attirer, de piéger et de neutraliser une partie de la Grand Fleet britannique, étant donné que la puissance navale allemande ne suffisait pas à affronter directement la flotte britannique. Cette manœuvre s'inscrivait dans une stratégie plus vaste, visant à briser le blocus maritime imposé par les Britanniques à l'Allemagne, et ainsi permettre aux navires de guerre allemands de naviguer librement vers l'Atlantique. De son côté, la Royal Navy britannique avait pour stratégie d'engager et de neutraliser la High Sea Fleet allemande, maintenant ainsi les forces navales allemandes sous contrôle et éloignées des côtes britanniques et de ses voies maritimes vitales. Les Allemands comptaient sur le groupe de reconnaissance rapide du vice-amiral Franz Hipper, composé de 5 croiseurs de bataille modernes, pour attirer les escadrons de croiseurs de bataille du vice-amiral Sir David Beatty sur la trajectoire de la principale flotte allemande. Pour ce faire, ils avaient déployé des sous-marins le long des routes présumées empruntées par les navires britanniques. Néanmoins, les Britanniques avaient intercepté des signaux indiquant qu'une importante opération de flotte était imminente. Le 30 mai, Jellicoe avait donc navigué avec la Grand Fleet pour rejoindre Beatty, traversant les lignes de sous-marins allemands alors qu'ils n'étaient pas prêts. Le plan allemand avait été retardé, ce qui avait créé des difficultés supplémentaires pour leurs sous-marins, ayant déjà atteint leurs limites d'endurance en mer. Au cours de l'après-midi du 31 mai, Beatty a croisé la route de la force de croiseurs de bataille de Hipper, plutôt que prévu par les Allemands. Hipper a réussi à attirer la pointe de la flotte britannique sur la trajectoire de la High Sea Fleet. Lorsque Beatty a réalisé la présence de la force ennemie plus importante et a fait demi-tour vers la flotte britannique, il avait déjà perdu 2 de ses 6 croiseurs de bataille, en plus de 4 cuirassés. Le repli de Beatty, dès qu'il a aperçu la High Sea Fleet, dont la présence en haute mer était inconnue des Britanniques, a bouleversé le cours de la bataille en attirant les Allemands vers la Grand Fleet britannique. Entre 18h30, lorsque le soleil commençait à se coucher, éclairant les forces allemandes par l'arrière, et la tombée de la nuit à 20h30, les 2 flottes, totalisant 250 navires, se sont affrontées directement, à 2 reprises. 14 navires britanniques et 11 navires allemands ont été coulés, entraînant un total de 9823 pertes humaines. Après le coucher du soleil, Jellicoe a manœuvré pour isoler les Allemands de leur base, dans l'espoir de poursuivre la bataille le lendemain matin. Cependant, profitant de l'obscurité, Scheer a réussi à traverser les forces légères britanniques, formant l'arrière-garde de la Grand Fleet, et est retourné à son port d'attache. Les 2 camps ont clamé la victoire. Bien que les Britanniques aient subi plus de pertes en navires et en hommes, ils ont réussi à contenir la flotte allemande. La presse britannique a critiqué l'incapacité de la Grand Fleet à obtenir un résultat décisif, tandis que le plan de Scheer visant à détruire une partie significative de la flotte britannique a échoué. La stratégie à long terme des Britanniques visant à empêcher l'Allemagne d'accéder au Royaume-Uni et à l'Atlantique a porté ses fruits. Bien que la flotte des Allemands ait continué à représenter une menace, obligeant les Britanniques à maintenir leurs cuirassés concentrés en mer du Nord, la bataille a renforcé la politique allemande d'éviter tout affrontement direct entre flottes.
La bataille de Midway fut un tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, opposant les marines japonaises et américaines. Elle eut lieu dans les premiers jours de juin 1942, au large des îles Midway, durant la guerre du Pacifique. À ce moment, le Japon avait déjà atteint ses objectifs de conquête 6 mois après l'attaque de Pearl Harbor, déclenchant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis. La bataille navale, initiée par le Japon, visait à éliminer les forces aéronavales américaines menaçant les possessions japonaises dans le Pacifique. Pour l'amiral Yamamoto, responsable des opérations, l'objectif était également de placer le Japon dans une position de force pour négocier une paix avec les États-Unis, officialisant ainsi le nouveau partage du territoire. Dans son plan stratégique, l'amiral Yamamoto envisageait d'attirer les porte-avions américains vers les forces navales japonaises en lançant une attaque aérienne et terrestre contre l'atoll de Midway, simultanément à une offensive contre les îles Aléoutiennes. Malgré la mobilisation massive de la marine japonaise qui comptait près de 200 unités navales, dont 8 porte-avions, seulement 4 ont été engagés dans les combats, et 12 cuirassés, cette opération s'est soldée par un échec cuisant. Les Américains, bénéficiant de la connaissance des codes japonais, étaient au fait des détails et du calendrier de l'opération. De plus, les Japonais ont été entravés par l'échec de leur mission de reconnaissance. Et, lors de la bataille décisive menée par les 4 porte-avions de l'amiral Nagumo, par la division de leurs forces en plusieurs flottes. Ainsi, sous le commandement de l'amiral Chester Nimitz, la marine américaine se prépare à affronter la redoutable flotte japonaise menée par l'amiral Isoroku Yamamoto. La bataille est marquée par une série de manœuvres astucieuses, d'attaques aériennes féroces et de contre-attaques stratégiques. Les avions américains, notamment les bombardiers en piqué de l'USS Enterprise, de l'USS Yorktown et de l'USS Hornet, jouent un rôle crucial dans l'issue du conflit. Malgré la supériorité numérique japonaise, les pilotes américains font preuve d'un courage et d'une habileté remarquables. Les 4 principaux porte-avions japonais, ainsi qu'un croiseur lourd, ont été coulés par les aviateurs américains. En revanche, les pertes américaines se sont limitées à un porte-avions et un destroyer. Cette bataille représenta un moment décisif, non seulement dans la campagne du Pacifique, mais également dans le contexte global de la Seconde Guerre mondiale. Elle marqua la fin de la suprématie des forces japonaises dans l'océan Pacifique, surtout suite à la perte de leurs meilleures unités aéronavales, un coup dur encore amplifié lors de la campagne des îles Salomon qui suivit peu après. Malgré les efforts japonais en matière de construction navale et de formation accélérée des pilotes, les pertes subies lors de la bataille de Midway se révélèrent irremplaçables. Pendant ce temps, les États-Unis augmentèrent de manière significative leurs effectifs de porte-avions et de pilotes embarqués. Cette victoire, à Midway, en diminuant la menace japonaise, permit également aux États-Unis de redéployer une puissante flotte navale dans l'Atlantique Nord afin de soutenir les forces alliées sur le front européen. La bataille du golfe de Leyte représente une opération militaire d'une importance monumentale dans le contexte de la guerre du Pacifique. Située au début de la reconquête des Philippines, elle coïncide avec le débarquement des troupes américaines dirigées par le général Douglas MacArthur sur l'île de Leyte, au cœur de l'archipel philippin. Considérée comme la plus grande bataille navale de l'histoire, cette opération met en confrontation 2 puissantes flottes américaines totalisant plus de 1 316 000 tonnes face à 4 forces japonaises avec près de 700 000 tonnes, soit un total impressionnant de 2 14 890 tonnes de navires. Au cours des campagnes alliées, s'étendant d'août 1942 au début de 1944, les forces japonaises ont été chassées de nombreuses de leurs bases insulaires dans le sud et le centre de l'océan Pacifique. En parallèle, de nombreuses autres bases ont été isolées, notamment dans les îles Salomon, l'archipel des Bismarck, les îles de l'Amirauté, la Nouvelle-Guinée, les îles Marshall et l'île de Wake. En juin 1944, une série de débarquements amphibies américains, appuyés par la Task Force des porte-avions rapides de la 5e flotte, a permis la capture de la plupart des îles Mariannes en évitant Rota. Cette offensive a brisé l'anneau de défense stratégique intérieur du Japon et a fourni aux Américains une base d'où les bombardiers Boeing B-29 Super Fortress, dotés d'une portée étendue, pouvaient lancer des attaques sur les principales îles japonaises. Les 24 et 25 octobre 1944 se déroulèrent des affrontements intenses sur une zone aussi vaste que le tiers de l'Europe, marquant ainsi un moment important dans le conflit. Les principaux affrontements de la bataille du golfe de Leyte sont les suivants. La bataille de la mer de Sibuyan, le 24 octobre 1944.
les forces américaines attaquent la flotte japonaise dans la mer de Sibuyan, coulant plusieurs navires japonais, dont le super cuirassé Musashi. La bataille du détroit de Surigao, le 25 octobre 1944, cette bataille implique des combats nocturnes entre les forces navales américaines et japonaises dans le détroit de Surigao. Les Japonais subissent une défaite majeure, perdant plusieurs navires de guerre, tandis que les Américains réalisent une victoire décisive. La bataille de la mer de Samar, le 25 octobre 1944, où les forces navales américaines, comprenant des porte-avions d'escorte, affrontent une force japonaise bien supérieure en nombre. Malgré leur infériorité, les Américains parviennent à repousser les attaques japonaises dans ce qui est devenu célèbre comme l'un des plus grands exploits de la guerre navale. La bataille du Cap Engano, le 25 octobre 1944, où les porte-avions américains lancent des attaques contre les porte-avions japonais, infligeant des dommages sévères à leur flotte. Cette bataille marque la fin de la capacité offensive de la flotte japonaise dans la bataille du Golfe de Leyte. Au total, les Japonais ont perdu 28 navires de guerre, alors que les Américains n'en ont perdu que 12. La défaite de la marine impériale japonaise, subissant sa plus grande perte historique en navires et en hommes, a scellé le destin des Philippines, coupant pratiquement le Japon de ses territoires occupés en Asie du Sud-Est. La perte de Leyte a eu des répercussions majeures, ouvrant la voie à l'invasion des îles Ryukyu en 1945. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir 10 batailles qui ont marqué l'Antiquité en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!